je me suis intéressée à Julian Assange et ce que j'ai entrepris comme diverses actions pour lui ces dernières années. Il se trouve que j'étais en Islande après la crise financière en 2009-2010 et je travaillais sur la criminalité des banques. Julian Assange se trouvait à ce moment-là en Islande. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore publié Collateral Murder. Mais il avait une idée, c'était d'essayer de faire de l'Islande, qui était en pleine révolution, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la révolution des casseroles, il voulait en faire le paradis des journalistes. Il voulait faire un endroit où il n'y avait pas de poursuites pour diffamation, où il n'y avait pas de peine de prison pour des articles, où il n'y avait pas d'injonction comme il y a en Grande-Bretagne. Et on s'est vu à ce moment-là pour ce travail. Et je travaillais aussi avec le ministre de la Justice en Islande, Ögmundur Jóhannsson, il s'appelle. Et lui, il a eu la surprise de voir venir un Boeing américain qui était rempli d'agents d'FBI et qui lui expliquait que l'Islande était en grand danger car le système informatique allait être attaqué. Et en fait, Ögmundur a compris, alors que rien n'était encore publié de Collateral Murder, que c'était Assange qu'il voulait. Il leur a interdit d'avoir accès aux moyens de la justice islandaise et ils ont été reconduits. Et c'était un signal incroyablement fort de l'importance qu'avait ce garçon déjà et des moyens qu'ils mettaient les Américains pour l'attraper. Alors je l'ai enregistré dans un coin de ma tête et puis moi j'ai fait autre chose en 2012 et en 2012 donc Assange rentre à l'ambassade d'Équateur et je vois qu'il y a une discussion autour de l'enquête suédoise. Et je me suis dit, c'est mal parti pour Assange parce que la Suède est perçue comme la patrie des droits de l'homme. Et personne ne va croire que cette histoire n'est peut-être pas aussi transparente qu'elle en a l'air. Et lorsque j'ai compris, lorsque j'ai lu sur le site de Madame Mariani qu'elle ne pouvait pas se déplacer en Angleterre pour interroger Assange, que c'était impossible, mon sang n'a fait qu'un tour parce qu'il n'y a rien de plus ordinaire à faire pour un juge d'instruction que d'aller interroger à l'étranger. Et donc, j'ai demandé à la rencontrer, elle, le ministre. Ça, ils n'ont pas voulu, mais moi, je suis allée à Stockholm, je fais des conférences de presse et j'expliquais au monde entier que le devoir de Madame Lee était d'aller à Londres l'interroger. Mais cela lui a fait beaucoup de mal, et évidemment, ça, c'est la recette de tous les services de renseignement de la Terre. On essaie d'abord de compromettre, et si on essaie d'abord de corrompre, et si on ne peut pas corrompre, on compromet. Nous savons maintenant, et je vous invite à lire toute la documentation qui existe pour Assange. Nous savons que les FBI étaient intervenus dans le dossier de Madame Lee, et nous savons que le Crown Prosecution Service, donc le service de poursuite anglais, intervenait. Et lorsque les services suédois ont eu la tentation d'aller l'interroger à Londres, ou même de classer le dossier, ils recevaient des mails où il était dit « interdit d'avoir peur ». You shouldn't get cold feet, disent ces télégrammes. Donc en fait, la parfaite Suède, elle a bien été manipulée, ou elle a bien été instrumentalisée. Pendant très longtemps, je me suis demandé si elle était incompétente ou si elle était manipulée. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute. Alors, pourquoi est-ce qu'il est tellement important que Julian Assange ne soit pas extradé? C'est tout l'enjeu, c'est l'enjeu de notre réunion. Et je vous dirais que le plus important,
c'est la prétention des États-Unis à l'extraterritorialité de leurs droits. C'est que le droit américain doit s'appliquer partout. Et que si les États-Unis estiment que leur sécurité est menacée, on doit juste se plier à cet ordre et avoir les mêmes règles. C'est interdit d'extrader Julian Assange parce que les conditions légales ne sont pas là. Il faut la double incrimination, disons-nous les juristes. Il faut que ça soit un délit ou un crime dans les deux pays. Jusqu'à nouvel ordre, en Angleterre, où il a publié, ce n'était pas un délit de publier des informations vraies d'intérêt public. Aux États-Unis, ils sont libres de considérer que ce l'est, mais ils ne sont pas libres d'obtenir l'extradition d'un citoyen non américain pour être jugé selon la loi américaine. Ça a l'air un peu théorique, mais en réalité, c'est ça qui domine le monde. Si nous cédons à cela, à la suprématie du droit américain dans un domaine aussi important que celle de la publication, mais bon, nous perdons énormément de nos libertés et de nos moyens. Et je dirais que c'est mal parti. Je dirais que les alertes sont toutes au rouge. D'abord, l'horrible sortie de l'ambassade de Julian Assange. Vous avez tous vu les images. Julian Assange a été vendu par quelqu'un sans vergogne. Il a été une monnaie d'échange, nous le savons aussi, par Lénine Moreno. Et je dirais que pour Boris Johnson, nous ne sommes pas trop sûrs. Parce que Boris Johnson a aussi bien besoin d'un accord commercial bilatéral avec les Américains, avec Donald Trump, et peut-être que ça pèse. Vous savez qu'une extradition est une décision politique. La justice donne un avis. Et la tradition, c'est qu'on n'extrade pas lorsque la justice dit non. Et quand je dis que tous les voyants sont rouges, c'est cette violence dans l'ambassade. Ensuite, c'est de condamner Julian Assange à 50 semaines d'emprisonnement ferme pour violation du contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire qui n'aurait pas dû exister parce que nous savons que le mandat d'arrêt émis par les Suédois n'aurait pas dû être émis. Les procureurs suédois eux-mêmes aujourd'hui ils disent que ce n'était pas proportionnel, c'était excessif. Et donc, c'est en non-respect du contrôle judiciaire dans ce mandat d'arrêt qu'il a été incarcéré 50 semaines. C'est le maximum de la peine encourue, qui est de 52 semaines. On l'a mis à l'isolation, vous l'avez entendu, et dans une prison d'haute sécurité. Mais cette peine, elle est servie aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en détention provisoire dans le cadre de la demande d'extradition. Et pourquoi est-ce qu'on maintient l'isolation et les mauvaises conditions de détention? Par exemple, il n'a pas eu ses lunettes pendant 6 mois. Les lunettes avaient été apportées à la prison, mais lui, on ne leur a pas donné. Tout est comme ça. Et surtout, la juge qui préside est la femme d'un tory qui préside la commission de défense au Parlement de la Grande-Bretagne. Donc ça, pour moi, ce ne sont pas des signaux positifs. Mais heureusement, il y a l'appel. Et c'est pour ça que la mobilisation est importante. Les juges anglais doivent savoir que nous les regardons et que nous comprenons ce qu'ils font. Parce que c'est fléché, son extradition. Elle est fléchée. Et seule une résistance massive de nous tous, et surtout peut-être des journalistes, peut empêcher l'irrémédiable de se produire. Je disais qu'on ne peut pas l'extrader car la double incrimination n'existe pas. Ils essayent bien de dire que c'est aussi pour pénétration dans un système informatique, mais ça, ils n'ont pas la preuve. Ils n'ont absolument pas la preuve. Et c'est pour ça que Chelsea Manning est encore en prison.
c'est parce qu'elle refuse de délivrer un témoignage faux. Elle ne veut pas comparaître devant le grand jury. Et aux États-Unis, ils ont le moyen, la possibilité d'incarcérer un témoin qui ne veut pas témoigner. Ils considèrent que c'est outrage à la cour. Ils la condamnent à 6 mois de prison. Et puis elle reçoit une nouvelle convocation et comme elle n'y va pas, on se rebelote. Donc on voit les moyens que les Américains mettent pour avoir Assange. Il y a les déclarations que Trump a faites, mais pas que Trump. Il y a aussi Dianne Feinstein, la sénatrice démocrate qui fait la surveillance de la CIA, qui a aussi déclaré que ça méritait la peine de mort. Donc tout ça, c'est absolument horrible. Et on est sûr qu'il n'aurait pas un procès équitable, donc c'est une raison suffisante qu'on n'est pas extradé. Absence de double incrimination et surtout, ne pas laisser les droits américains dominer l'Europe. C'est déjà le cas, vous savez, dans la lutte contre la corruption. Vous connaissez peut-être le Foreign Corrupt Practices Act, qui est la loi américaine qui réprime le fait de corrompre des fonctionnaires étrangers. On était tous d'accord au début, et c'était un bon texte. Mais aujourd'hui, les Américains se sont arrogés une compétence universelle. S'il y a un dossier de corruption entre une société angolaise et la France, les États-Unis vont estimer qu'ils sont compétents pour les juger, même si nous, on avait envie de le faire, parce que les transactions sont en dollars. Et ça leur donne une force de frappe incroyable. Ce n'est pas leurs enquêteurs qui font les enquêtes. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui, de peur d'être emprisonnées aux États-Unis, mettent toutes les cartes sur la table. Voilà. Donc je pense que nous avons énormément de raisons d'avoir peur. Je pense que c'est très difficile de gagner contre la CIA et l'FBI. Je pense que c'est mal parti. Et je pense que seule une mobilisation massive et visible peut l'empêcher. Bravo.